Chère la communauté, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier discours royal du 20 août dans son aspect relatif à la critique du système éducatif et de formation. Alors, le roi Mohammed VI a consacré son discours du 20 août à l'évaluation de la politique de l'éducation et de l'enseignement au Maroc. Les Marocains ont été surpris d'entendre le roi se désolidariser de son gouvernement sur la question de l'enseignement. Il reproche au gouvernement Ben Kiran, je cite, de ne pas avoir continué sur la lancée de son prédécesseur pour consolider les acquis engrangés dans le cadre de la mise en place du programme d'urgence. Alors, par ailleurs, le roi reproche à son gouvernement, entre autres, d'avoir chamboulé les cursus pédagogiques et le programme du préscolaire, ainsi que celui des lycées d'excellence. Alors, pour revenir sur ces aspects du discours, nous recevons professeur Hassan Smili. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Hassan Smili, vous êtes expert en formation, vous êtes ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Benpsik à Casablanca. Vous êtes également docteur en sciences du langage. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, lorsque le roi parle d'acquis engrangés dans le cadre du plan d'urgence, est-ce que vous pensez qu'effectivement, ce plan d'urgence a apporté quelque chose de nouveau au système éducatif, ou bien ce système finalement n'est que l'expression de l'échec de la charte de l'éducation nationale et de formation qui l'a précédée en 1999? Bien, je vous remercie d'abord pour votre invitation et à travers vous, je remercie toute l'équipe de la COM. Acquis, il y a des acquis, on ne peut pas nier qu'il y a des acquis. Mais je crois que la question qu'a posée le discours royal est liée, en fait, elle pose une question plus générale, qui est celle de la succession des gouvernements et des responsables d'une manière générale. Nous avons malheureusement au Maroc une culture de la non-capitalisation des acquis. C'est-à-dire que lorsqu'un responsable, quel qu'il soit, pas seulement un ministre, mais même à un niveau des niveaux inférieurs de responsabilité, un responsable, quand il succède à un autre responsable, il a tendance à vouloir gommer ce qui a été fait par le précédent et dire moi je viens, j'apporte. Bon. Dans le cas qui nous intéresse ici, le plan d'urgence a commencé en 2009. Le gouvernement actuel a démarré en début 2012. Donc il y a eu 2009 et 2010. Les deux ministres ont décidé d'abandonner le plan d'urgence et ils ont certainement des raisons objectives. C'est-à-dire que moi je crois que là, ça pose un peu le problème de l'urgence. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Par expérience, quand on parle d'urgence au Maroc, dans tous les projets, ça ouvre la porte au gaspillage, à la corruption. C'est une brèche qu'on ouvre au gaspillage, à la corruption, au fait de bâcler les choses. Je l'ai vu au niveau de travaux publics, au niveau de pas mal de domaines. Et en éducation, c'est pire encore. Parce que dans l'éducation, en principe, on travaille sur la durée. Alors quand vous dites urgence, pourquoi il y a urgence? Pour moi, c'est une connotation péjorative et ça ne se justifie qu'en médecine. Il y a qu'en médecine où on peut parler d'urgence parce que vous avez un cas de quelqu'un qui agonise ou une maladie grave qu'on veut arrêter, etc. Là, on parle d'urgence. Mais partout par ailleurs, il n'y a pas d'urgence. Il faut travailler au contraire, à froid, faire une stratégie, une politique générale de l'État, un plan d'action ou des plans d'action avec des échéances, etc. Sinon, ça devient vraiment du n'importe quoi. Bon, les acquis, il y a des acquis au niveau notamment de la quantité. C'est-à-dire qu'on a construit, il fallait construire, on a construit certains établissements, on a amélioré les infrastructures, mais on a laissé de côté la qualité, on n'a pas travaillé sur la qualité, elle laisse beaucoup à désirer. Et puis il y a des déficits au niveau de la gouvernance, alors que, en principe, ce plan était venu pour redresser aussi, pour s'occuper aussi de la gouvernance, ça a été négligé.
Alors, justement, vous avez parlé des questions relatives à la bonne gouvernance et de l'optimisation des ressources. Effectivement, lorsque nous revoyons les lois de finances, il s'avère qu'effectivement, le Maroc alloue énormément de ressources à l'éducation nationale, plus que la santé. Donc, selon vous, est-ce que finalement, ce n'est qu'un problème d'optimisation des ressources ou que le problème est beaucoup plus structurel, on va dire, et se situe à des niveaux, à d'autres niveaux que celui de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance des ressources allouées à l'éducation? Je vous rappelle d'abord que le plan d'urgence est venu dans le cadre de rattraper le temps perdu au niveau de la charte. Il y a eu une charte. Il y a eu une décennie de l'enseignement, 2000-2009. Cette décennie, déjà, il y a eu une première évaluation en 2005. Alors, on avait remarqué, quand je dis on, c'est le Conseil supérieur de l'enseignement, Feu Abdelaziz Mziambelfré avait remarqué que, bon, en 2005, on n'était même pas à 30% de ce que devait réaliser la décennie, alors qu'on était à mi-chemin. En 2008, il y a eu une seconde évaluation qui a constaté effectivement que la charte n'avait pas été réalisée. Enfin, ce que portait la charte n'avait pas été réalisé. Et on se demandait pourquoi, parce que finalement, quand on va la charte elle-même, elle était venue après une deuxième commission de réforme. Une première commission, la Commission nationale de la réforme, a été créée en 1994. C'est-à-dire qu'on est à plus de presque 20 ans maintenant qu'on parle de réforme. Et auparavant, il y avait d'autres réformes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment parler au Maroc de réformite. C'est-à-dire qu'il y a on parle de réforme sans vraiment réformer quoi que ce soit. Oui. Alors justement, est-ce que vous pensez que le roi a eu raison d'isoler dans la critique le gouvernement Benkirane, une façon d'absoudre, si vous voulez, d'autres niveaux de responsabilité, des gouvernements qui se sont succédés sur la politique de l'enseignement? Qu'en pensez-vous exactement? Le roi certainement a voulu surtout reprocher la non-continuité, cette rupture qu'il y a eu entre le gouvernement précédent et celui-là. Dans ce sens, bon, le discours avait raison de le souligner, mais la responsabilité réelle de l'enseignement et de la réforme de l'enseignement n'incombe pas à ce gouvernement. Il y a une succession de gouvernements. C'est l'État. Moi je dis, ce n'est pas le gouvernement. Les gouvernements se succèdent, mais c'est l'État qui est responsable de la situation actuelle du système éducatif marocain. On peut reprocher plusieurs choses. Et si vous voulez, moi j'ai 2 ou 3 éléments dont je voudrais parler concernant la question pourquoi la réforme n'a pas abouti. Pourquoi la charte n'a pas abouti. Il y a le premier, à mon avis, parce que finalement la charte, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il y a des éléments positifs. Il y a pas mal d'éléments positifs. C'est un minimum qu'on aurait pu réaliser déjà. Et si la charte avait été réalisée, on aurait été à un autre niveau, au niveau de la qualité, je parle surtout de la qualité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on peut se demander pourquoi, en fait. Moi, je crois que la première question, c'est la question de mobilisation nationale. On s'était dit, au niveau de la charte, qu'il devait y avoir une mobilisation nationale au cours de cette décennie. Cette mobilisation n'a pas eu lieu. Et je pense que le premier responsable, c'est l'État. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour réellement mobiliser toute la population, tous les intervenants, toutes les institutions autour de la question de l'éducation qui était considérée comme une question nationale, prioritaire, après l'unité territoriale. Ça n'a pas été fait. Cette mobilisation a gravement manqué et je crois que c'était une première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est que la charte avait insisté sur le fait que c'est un tout. Il y a une vision globale et qu'il fallait réaliser dans sa totalité. Or, les différents gouvernements qui se sont succédés, les différents ministres, chacun a pris la charte par un bout et finalement, en voulant soi-disant instaurer des priorités, on n'est pas arrivé à réaliser la réforme. Et il y a une troisième raison qui est importante aussi, c'est le statut de la charte. C'est-à-dire que la charte n'a pas une dimension contraignante. Ce n'est pas une loi. J'aurais aimé, bien que la loi soit un peu plus rigide, effectivement, qu'une charte, mais j'aurais aimé que ce soit une loi et que son application soit contraignante. Ça n'a pas été fait. Il y a eu c'est comme les problèmes qui arrivent souvent dans un ministère entre le cabinet et l'administration. Il y a souvent une concurrence, il y a souvent
une composante ignore l'autre composante, etc., ou parfois même lui met des bâtons dans les roues. C'est un peu ce qui s'est passé au niveau entre le Conseil et les gouvernements. Et donc la COSEF qui a fait la charte et le Conseil après, le Conseil supérieur de l'enseignement, et les différents gouvernements qui se sont succédés. Certains ministres ont complètement ignoré la charte, ou bien ils ont fait passer des lois qui étaient même préexistantes à la charte, etc. Et donc il y a eu vraiment on a fait du surplace souvent. D'accord. Alors, une avant-dernière question. Si vous aviez si vous voulez, si on vous demandait de reconsidérer le système éducatif et de la formation, quelles seraient, à votre avis, les priorités, au-delà de cette question de la mobilisation nationale, quelles seraient les priorités finalement pour bâtir de solides fondements pour un système éducatif efficace? Et puis aussi, beaucoup de personnes pensent que ce système d'éducation, ou le système éducatif, a servi pour l'État a été comme une forme de soupape pour essayer d'absorber les tensions sociales. Il y a eu énormément de recrutement dans le secteur de l'enseignement, beaucoup de pression de la part des syndicats, et au final, beaucoup de professeurs aujourd'hui, malheureusement, sont défaillants dans leur mission de transmettre le savoir. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je ne pense pas que l'État ait choisi consciemment de faire de l'enseignement une soupape. Je ne pense pas. Mais là encore, il y a eu à toutes les étapes de la formation des enseignants, il y a eu encore l'urgence. Et à chaque fois, on a certainement perdu énormément au niveau de la qualité de la formation des enseignants. Et ça, c'est un problème aussi, c'est une des priorités. La question des priorités, il faudrait la régler avec des conditions. Quand on dit, par exemple, le quantitatif est prioritaire, eh bien, on peut rester 60 ans sur le quantitatif si on ne définit pas des échéances. On se dit, bon, il y a la qualité, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Et donc, la priorité au quantitatif, pour une période donnée, on respecte les échéances. Sinon, on ouvre à des réalisations partielles, on ne s'occupe jamais du reste. Maintenant, la priorité la plus absolue est à la qualité. La qualité au niveau des programmes, la qualité au niveau des méthodes pédagogiques, ce qui est très important, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler suffisamment, mais c'est ça le cœur de la relation, du problème, c'est la relation pédagogique qui a évolué partout dans le monde, qui reste encore chez nous traditionnelle. Et quand on dit traditionnel, c'est vraiment péjoratif, parce que l'enseignement traditionnel dans son temps était moderne. Maintenant, il est dépassé, il devient un handicap sérieux. Au niveau de la gouvernance, très important, et surtout, aussi, pas surtout, mais aussi au niveau de la participation de tous les opérateurs. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est qu'il y a encore une centralisation, même avec les académies, même avec les universités. Il y a une centralisation régionale ou une centralisation nationale, mais le ministère a encore d'une certaine façon la même mise même sur les académies et les universités, alors que l'unité de base doit être l'établissement, l'école et la faculté ou l'école supérieure. Tout cela, ce sont des éléments auxquels il faut réfléchir sérieusement. Il faut réfléchir on ne va pas faire une nouvelle charte, mais disons avoir des échéances correctes, logiques, pour pouvoir aboutir à un résultat bien meilleur. Alors, professeur Smaili, vous avez parlé de faire évoluer les méthodes d'enseignement et les méthodes pédagogiques. Pensez-vous que dans notre époque, il est utile de capitaliser sur les nouvelles technologies en matière d'enseignement? En un mot, quand j'ai parlé de méthode pédagogique, je pensais surtout à mettre en exergue, en premier plan, l'intelligence au lieu de la mémorisation. Parce que là encore, on est dans un système où la mémorisation est dominante, alors qu'on peut évidemment développer l'intelligence. Et les TIC, ou les techniques d'information et de communication, révolutionnent en ce moment tous les domaines. Vous savez que la conjonction de l'électronique, de l'informatique et des télécoms ont révolutionné le monde. C'est une révolution aussi importante que l'invention de l'imprimerie ou de l'électricité ou du moteur à explosion, etc. Donc l'éducation est en retard dans ce domaine-là, dans tous les domaines, dans tous les pays du monde, mais enfin, il y a des pays plus que d'autres. Et là, au Maroc, on a essayé, avec un programme génie, on a essayé d'équiper les établissements en salle multimédia, mais malheureusement, ce programme n'a pas marché encore, il y a beaucoup de défaillances.
Et la politique a été mal... C'est-à-dire que là, ce que vous dites là est très important, c'est-à-dire qu'on peut normalement utiliser les techniques d'information et de communication pour changer la relation pédagogique, pour vraiment réformer les méthodes pédagogiques et pour désenclaver, pour un peu réduire les inégalités même au niveau de la qualité de l'enseignement. Un lycée à Casablanca ou à Rabat n'est pas un lycée dans la région de, je ne veux pas citer, mais enfin des régions rurales ou reculées ou enclavées. Donc les nouvelles technologies peuvent réduire beaucoup d'inégalités, peuvent améliorer énormément la qualité des contenus et la qualité des méthodes. Et je crois que là, il y a à faire. Et ça sera la priorité, à mon avis, ce sera la priorité des prioritaires pour un projet de réforme sérieux. Merci, Monsieur Smeli, d'avoir répondu à nos questions. Et à vous, chers la communauté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Actu.